Bonjour à tous et à toutes, merci aussi d'être venus pour ce deuxième chapitre consacré à l'habitat et à la ville. Alors, hier en relisant mon titre, Stationnaire, réversible, hyperlocal, la ville du déjà là, je me suis dit qu'il était quand même un petit peu compliqué. Du coup, je me suis permis d'amener un livre pour enfants que j'ai piqué à mon fils. Alors, ne le prenez pas mal. Mais je trouve que voilà, on va pouvoir un petit peu contextualiser aussi les choses avec ce livre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça s'appelle Popville. Donc on voit bien au début, on a une petite église et une petite maison. Et puis au fur et à mesure, on tourne les pages. On a plus de maisons. On a un tractopelle. Après, on commence à avoir une grue. Après, on a encore plus d'immeubles. Et puis plus ça va, voilà, plus on voit effectivement, on a du train, on a des voitures. On commence à avoir des grands ensembles. Et au fur et à mesure de l'ouverture, on l'ouvre comme ça, on a des réseaux électriques, on a du périurbain, on a des usines. Donc voilà, en quelques pages, résumé 70 ans d'urbanisation. Et donc du coup, pourquoi stationnaire, réversible, hyperlocal est déjà là? C'est parce que maintenant, on veut arrêter d'ajouter des pages, tout simplement, et on va s'amuser avec tout ça, ce qui est déjà pas mal. Donc je referme le livre. Voilà, et je prends mes notes. La petite. Donc voilà, je mets quand même, du coup, pour éclaircir un petit peu aussi ce sujet, la ville du déjà là, je vais revenir un tout petit peu en arrière, au temps du Covid, qui nous a permis un petit peu d'avoir un miroir inversé de notre ville telle qu'on la connaissait. Donc pendant le Covid, évidemment, on a vu une ville nouvelle, une ville vidée de ses habitants, silencieuse, oisive, où on prend le temps de faire les choses, où on prend aussi ses distances avec les gens, etc. Donc c'est un miroir inversé de la ville qu'on connaît, et au même moment, c'est une coïncidence, il y a un sociologue qui s'appelle Yankel Fijalkov qui a écrit Les récits de la ville malade, et qui montre comment, en fait, depuis le 19e siècle, on identifie des zones urbaines, soit insalubres ou dangereuses ou malades, et que c'est comme ça, en fait, qu'on réaménage la ville à partir souvent de ces discours. Évidemment, le Covid n'échappe pas à ce type de discours, puisqu'on a un petit peu vu à ce moment-là que la ville devenait le problème. Elle était trop polluée, embouteillé, et puis même on avait un peu cette impression que l'urbain était un parasite qui ne produit rien d'essentiel et qui profite de la périphérie et qui en plus développe des clusters, des foyers épidémiques. Donc du coup, le récit c'était quoi? C'était de quitter la ville pour une forme de campagne un peu fantasmée. On voit une litanie d'articles sur le sujet. Mais au final, cet exode urbain qu'on nous a promis n'a pas eu lieu. Il y a une étude de la plateforme POPSU, qui est une plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines, qui a bien démontré que finalement les Français n'avaient pas quitté la ville après le Covid, mais l'avaient plutôt étalé, avaient continué de l'étaler. C'est cette méga péri-urbanisation dont on parle, avec des déménagements qui vont vers d'autres métropoles, des villes moyennes ou bien du périurbain. Au final, finalement, ça complique aussi un peu les choses, parce que est-ce que c'est encore de la ville? C'est de l'urbain, et l'INSEE a même développé une nouvelle catégorie qui s'appelle une aire urbaine, qui définit en fait l'aire urbaine comme quelque chose, une zone où on est sous influence de la ville. Et si on prend donc, par exemple pour aller travailler, si on prend cette définition, on serait 95% de Français à vivre sous influence, en tout cas dans une aire urbaine. Alors, on a des chiffres dans le journal, dans le livre des tendances, sur cette urbanisation galopante. Voilà, par exemple, 65 900 hectares de terres agricoles qui sont urbanisés depuis 1982 chaque année. On a aussi des chiffres intéressants, comme 33% des Français qui reconnaissent ne plus jamais se rendre, en 2023, ne plus jamais se rendre dans leur centre-ville. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, le problème, c'est plus la ville, c'est le périurbain qui fait un coupable idéal. Voilà, on savait déjà que c'était ce qu'on appelle la France moche, la France des pavillons, qui sont tous pareils. On voit une France uniformisée avec des maisons industrialisées. Ça, on le savait, mais maintenant, voilà, ce mot qui a fait beaucoup parler de Emmanuel Vargon, ministre du Logement. La maison est un non-sens, la maison individuelle est un non-sens écologique. Donc maintenant, à ce caractère inesthétique s'ajoute
la responsabilité presque de la crise écologique. Alors on sait bien sûr, c'est vrai que le BTP, la construction, c'est un secteur très émetteur de gaz à effet de serre. On sait aussi que le mode de vie périurbain est fondé sur la voiture. Et enfin, on sait aussi que l'artificialisation des sols, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne veut plus. Donc d'ici 2050, la loi climat et résilience a prévu qu'on soit au zéro artificialisation nette. Alors en revanche, le Covid a quand même changé des choses et on a beaucoup mis d'espoir, notamment dans cet après-Covid, en se disant qu'on allait aller vers un rééquilibrage territorial, parce que c'est vrai que les Français ont déménagé quand même sur de nouveaux critères. On a parlé d'un désir de ruralité, de nature évidemment. Donc du coup, qu'est-ce que les territoires ont fait? Les petites et moyennes villes, elles ont lancé cette tendance du business de l'attractivité. Elles ont fait plein de pubs, vous voyez, en 2021, dans le métro, Start Me Up, avec plein de jeux de mots. On pourrait en montrer beaucoup. L'heure, par exemple, a misé sur une espèce de marketing un peu original en mettant des vrais tweets de gens qui disent que l'heure c'est horrible, c'est nul, ça ne mérite même pas de faire partie de la Normandie. Donc on a ce type de communication, souvent adossé d'ailleurs à des startups, à des agences en attractivité. Venez vivre dans les Vosges, avec pareil un slogan « Je vois la vie en Vosges ». On voit qu'on joue beaucoup sur des images de nature, alors que derrière, en réalité, il s'agit d'aller vivre à Évreux, Épinal, à des petites et moyennes villes. Mais on nous promet quand même une proximité avec la nature. Alors, derrière ce besoin, ce désir de rééquilibrage territorial, il y a une autre réalité qui se cache depuis très longtemps, on la connaît bien, on l'a documentée. C'est les centres-bourgs qui sont à l'abandon, les petites et moyennes villes de la diagonale du vide qui sont de plus en plus désertes. On compte de moins en moins de gens qui sont ceux qui restent, comme aussi pour reprendre le titre d'un ouvrage, parce que la plupart des gens partent, s'en vont, on parle de déserts urbains ou ruraux. Donc on a effectivement ce déséquilibre qui appelle de plus en plus un besoin d'aménagement du territoire, un renouveau d'aménagement du territoire. Et on parle de plus en plus, notamment sous l'impulsion de philosophes, d'urbanistes, comme Thierry Pacaud par exemple, de ménagement du territoire, avec cette idée donc de ménager, c'est-à-dire de prendre soin des gens, des lieux de vie, des savoir-faire, de faire du cas par cas, du sur-mesure, un petit peu cette logique du care qu'on connaît bien. On a aussi effectivement ce besoin d'aménagement du territoire ou de ménagement pour répondre à cette crise du logement, parce que cette crise du logement, c'est aussi une crise de répartition. C'est-à-dire qu'il y a des logements. En France, même, on construit 2 logements, on met en chantier 2 logements pour chaque nouvel habitant, pour un nouvel habitant. En réalité, le problème, c'est que les logements ne sont pas forcément là où il y a des besoins. On voit qu'il y a 3,1 millions de logements vacants en France en 2023. Sur la carte, on voit qu'ils sont quand même situés dans des endroits effectivement un peu proches de similaires à cette diagonale du vide. On a des endroits surpeuplés, à peu près 5 millions de logements surpeuplés, majoritairement quand même dans les grandes métropoles, dans des immeubles collectifs, des familles nombreuses, de classe populaire, et à l'inverse, de plus en plus de sous-peuplement, notamment dans les aires un peu moins urbaines, justement dans ce périurbain, parce qu'on a un phénomène de décohabitation, qui est une tendance lourde. On est de moins en moins nombreux par foyer, des seniors qui vieillissent de plus en plus seuls, des couples avec des enfants qui sont partis, ou moins d'enfants. Ce qui fait qu'on a des gens qui vivent dans des grandes maisons, alors qu'ils en utilisent peut-être que 20%. Ça pose aussi la question, effectivement, de finalement ces chiffres répondent à des logiques sociales, parce que la crise du logement, c'est la continuité dans l'espace de la question sociale et notamment des inégalités. On voit avec ce graphique très intéressant d'un site très bien fait qui s'appelle l'Atlas social de la métropole nantaise. On voit que les classes populaires sont de plus en plus, soit sont dans des grands ensembles en ville, mais sont aussi repoussées vers du périurbain lointain. On parle d'ailleurs, il y a un architecte et urbaniste qui s'appelle Alain Sarfati qui dit que finalement le périurbain c'est aussi une succession de renoncements. On renonce à la ville, c'est pas que du périurbain choisi pour être propriétaire, avoir sa maison, un jardin. C'est aussi subi, c'est aussi une succession de renoncements à la ville, à tout ce que peut offrir la ville, la métropole. La sociologue Anne Lambert, elle aussi, elle parle des pavillons comme des HLM à plat. C'est des mots assez forts pour bien montrer que c'est ce phénomène finalement de gentrification, pour le dire vite, des centres, pose cette question d'accès à la ville de la part des classes populaires, mais aussi des femmes, des enfants, des seniors, et des personnes en situation de handicap, etc. Tout ça dans un contexte aussi de privatisation et de marchandisation des grandes villes.
Donc, on connaît bien aujourd'hui l'Airbnbisation des centres-villes, l'Uberisation des villes, mais peut-être qu'on connaît un peu moins aussi la privatisation de certains espaces, à Marseille notamment, qui est une ville particulièrement touchée par ça. Il y a un reportage du Monde qui en parle très bien. On voit que les résidences privées commencent à se barricader. Donc on a des gens qui avant traversaient une rue pour aller à l'école et se retrouvent à faire le détour d'un pâté entier de maisons voilà, pour emmener leurs enfants à l'école, parce que finalement la mairie pendant longtemps a laissé la voirie se développer, notamment sous le coup de privé. Du privé, ça peut aussi prendre la forme de ces grands entrepôts de logistique ou bien de ces data centers qui doivent s'installer en périphérie et contre lesquels une partie des habitants vont lutter parce que, voilà, toujours dans une logique soit écologique notamment, parce qu'ils ne veulent pas voir d'entrepôts Amazon ou de data centers qui sont aussi faits, il faut bien le dire, pour alimenter une ville consommatrice, un centre-ville. Donc on a cette problématique du métabolisme urbain qui fait qu'un centre-ville a besoin de la périphérie, a besoin de s'étaler, même s'il veut densifier. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Prière de stationner, on arrête et on réfléchit à comment croître autrement. On ne peut plus croître en s'étalant, et donc il faut réfléchir à différents concepts qui eux, poussent, comme la ville stationnaire, l'ouvrage de Philippe Biwix, Sophie Janté et Clémence de Selva. Alors la ville stationnaire, c'est une ville qui fait avec l'existant, qui est plus sobre, qui réhabilite, qui rénove, qui recycle. On a la ville du quart d'heure qui se base sur la proximité ultra-locale, l'habitat réversible, des mobilités douces. Et on a l'altermétropolisation, vous avez vu que j'ai placé des livres de nos futurs invités, d'Alexandre Grondeau, qui là se fonde sur l'innovation sociale, le partage de communs urbains. Et enfin, parce que quand même on leur a piqué leur idée du déjà là, le manifeste pour un urbanisme circulaire, qui nous dit que 80% de la ville du futur est déjà là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut effectivement se fonder sur fabriquer la ville sur la ville. Et on peut se demander d'ailleurs si 2024 ne sera pas l'année du déjà là, parce que il y a quelques mois, le Grand Prix de l'urbanisme a été décerné à Simon Tessou, qui est un architecte justement spécialisé dans ces zones périurbaines et rurales, et qui s'attache justement à recomposer de l'habitat à partir du déjà là, avec de la sobriété de matériaux, avec un respect des paysages, des patrimoines existants. Autre chose aussi, on a ces fameuses entrées de ville, avec des zones commerciales qui correspondent à la France moche, encore une fois, que le gouvernement veut bien rénover. On a des guides qui sont mis à la disposition des collectivités qui veulent rénover leurs entrées de ville. On a Montigny-les-Cormeilles, par exemple, qui veut la transformer en centre-ville, parce que c'est une ville qui n'a pas de centre-ville. Et petit détail d'actualité, hier, une loi en commission vient d'être adoptée, qui sera discutée à l'Assemblée nationale, pour faciliter la transformation de bureaux en logements. Parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est très tendance, mais qui est très compliqué à cause de réglementation. Le point commun, c'est de densifier. Évidemment, c'est de densifier la ville. Alors, ça n'a pas une très bonne image. Il y a cette phrase que j'ai piquée à Carlos Moreno, cette citation. J'espère qu'il ne m'en voudra pas. La densité est une vertu, la distance est un vice, nous dit Richard Sennett. C'est une phrase quand même assez forte. C'est un peu l'inverse de ce que certaines personnes peuvent penser. Mais on le voit, voilà, les urbanistes aiment bien montrer, ou les géographes, ce schéma. On peut avoir la même densité, c'est le cas là, mais 3 formes urbaines totalement différentes. Voilà, on a un arbitrage, on a des choix à faire. La possibilité aussi de densifier, c'est aussi de s'inspirer d'une densité fractale, ou d'inspiration fractale. Je ne vais pas rentrer dans des débats mathématiques assez complexes, mais l'idée, c'est de retrouver un peu tout ce qu'on a effectivement dans une proximité qui peut être un quart d'heure, 20 minutes, peu importe, mais d'avoir des services, du loisir, des espaces verts, des logements, des bureaux, tout ça à portée de main, un petit peu comme si la partie de la ville ressemblait à son tout. D'où le côté fractal de ces projets, comme ici, le projet Quai 22 à Saint-André-les-Lilles. Voilà, on retrouve sur 10,5 hectares des logements spéciaux pour seniors ou pour jeunes, des commerces, services de proximité, des restaurants, des loisirs, un parc urbain, etc. Des projets comme ça, maintenant, c'est tous les projets de réhabilitation de friches se ressemblent, sont un peu sur ce modèle-là maintenant. On pourrait citer plein d'autres exemples partout en France. Et alors cette image, moi, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'elle m'a rappelé ce genre de projection 3D qu'on voit, alors qui sont plus ou moins parfois avec d'autres formes d'architecture, mais ça m'a rappelé aussi cette vision d'un architecte qui s'appelle Luc Scuiten, qui est un architecte belge, que peut-être vous connaissez, le frère de François Scuiten, un grand dessinateur. Il a créé un concept qui est l'archiborescence. Ça fait des décennies qu'il travaille sur comment
la nature et l'organique peut venir, justement inspirer les architectes et les urbanistes. Donc c'est une vision poétique, mais finalement dont on commence à se rapprocher, hein, c'est ça qui est intéressant, quelque chose qui travaille depuis très longtemps. Alors on n'ira peut-être pas des arbres comme ça dans lesquels on peut habiter, mais je trouve que c'est intéressant justement de rappeler que tout ce qu'on fait là, tout ce dont on doit parler, la ville repensée, c'est aussi pour repenser tout d'abord notre relation au vivant et à l'environnement. Voilà, c'est un peu ça dont on va parler avec nos invités, qui sont Carlos Moreno, Lily Munson et Alexandre Grondeau, que j'invite à s'installer dans les canapés. Alors, je vais vous présenter succinctement, si je dis une bêtise ou si j'oublie un truc, vous n'hésitez pas à me le dire. Alors, Carlos Moreno, déjà, voilà. On ne vous présente plus, mais bon, je vais quand même le faire, on ne sait jamais. Vous êtes chercheur et urbaniste franco-colombien, c'est à vous qu'on doit le concept de ville du quart d'heure dont j'ai parlé, qui a inspiré beaucoup de grandes villes à travers le monde, hein, Paris évidemment, Milan, Valence, Portland, Ottawa, Shanghai. Et vous avez cofondé la chaire ETI, Entrepreneuriat, Territoire, Innovation, grâce à laquelle vous menez des recherches notamment sur un autre sujet qui vous tient à cœur, les villes intelligentes et durables. Lily Munson, donc vous êtes géographe et urbaniste et vous avez longtemps travaillé à la mairie de Paris dans ce domaine. Vous êtes actuellement secrétaire général de Ville Vivante, vous allez pouvoir nous en parler, qui est une start-up qui met en relation des architectes et des urbanistes avec des collectivités qui seraient intéressées à faire de l'innovation autour de l'habitat. C'est un peu... Voilà, notamment avec des choses comme des innovations qui répondent au nom de Bimbi, Bunty, Bamba. Vous allez pouvoir nous expliquer ce que c'est. Alexandre Grondeau, vous êtes professeur des universités en géographie et aménagement, directeur adjoint du laboratoire TELEM d'Aix-Marseille, qui dépend du CNRS. Et vous êtes auteur notamment de l'ouvrage Altermétropolisation, une autre ville où vie est possible. Et en parallèle, je dis, même si ça n'a rien à voir, vous êtes aussi critique musicale et auteur d'ouvrages sur le reggae. Ah bon? Bah oui, il faut le dire. Et les musiques électroniques aussi. J'ai eu une autre vie dans le milieu des free parties, il fut très longtemps. Ah ben, il faut vous dire, Chadel, comme ça, ce qu'ils font les copains. Hein. Je vais peut-être commencer par vous, Carlos. Vous avez un micro? Oui, c'est bon. Ok, super. Je vous ai volé donc une citation de Richard Sennett. La distance est une vertu, la densité est une vertu, la distance est un vice. C'est une citation que vous prononcez souvent. C'est quand même une phrase assez forte. Et quand on sait que dans l'imaginaire des gens, souvent, on associe densité aux embouteillages, aux nuisances, à la pollution, à la promiscuité, j'ai envie de vous demander comment est-ce qu'on fait pour faire accepter socialement finalement cette densification de l'habitat aux gens. Et finalement, ça revient un peu à dire, est-ce qu'une ville dense, c'est aussi une ville écolo et où il fait bon vivre? Eh bien, merci pour cette invitation et félicitations pour les livres qui a sorti ADN qui vaut cette réunion aujourd'hui. Et avant de répondre, permettez-moi d'exprimer mon plaisir d'être avec Lily et Alexandre, deux grandes personnalités, on se connaît, qui font partie de cet écosystème français, européen et international des réflexions sur les problématiques urbaines. Alors, je vais répondre à votre question. J'ai compris qu'on avait un temps court, donc je vais essayer de rester juste sur 3 minutes. Donc, j'ai mon téléphone, c'est pas pour mes mails, c'est vraiment pour contrôler mon temps, pour me limiter, voilà. Et déjà sur ma présentation, donc la chaire ETI et l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Oui. Donc, il y a Paris, c'est important puisqu'on a toujours une référence universitaire qui est important. Et voilà, pour nous chercheurs. Et sur la question en elle-même, je dirais que de manière très courte, je voudrais passer un message qui nous tient à cœur. Donc, Richard Sennett, effectivement, a eu l'amabilité de faire les préfaces. Saskia Sassen a fait la postface de ces livres aujourd'hui traduits dans une dizaine de langues. Et à chaque fois, on me pose cette question, très très souvent, parce que cette phrase de Richard a vraiment essaimé dans le monde entier et poussé également par ses livres. Et je dis souvent, et c'est une discussion qu'on a eue souvent avec Richard et avec Saskia, et dans l'imaginaire des gens, dans les villes, compte tenu de la croissance extrêmement exponentielle des villes, je vais parler dans le monde entier, mais on peut les citer aussi en Europe et en France, on a souvent confondu densité avec promiscuité.
et notamment l'urbanisme aux années 70, si je parle de la France, avec les sinistres souvenirs de toutes ces bars dont certains ont sauté, mais pour ceux qui se souviennent, quand on arrivait sur Paris, l'espèce des serpents qui longeaient les autoroutes, et Montfermeil les Bousquets, à Lyon, voilà, où la construction de cette espèce de logement qui était appelé social, donc les HLM, était plutôt liée à la promiscuité, plutôt liée à la construction de mauvaise qualité, sans isolation thermique, sans isolation phonique, sans verdure, et dehors, surtout des lieux urbains, et avec la particularité de ne pas avoir des services. Et donc, avec toute une population qui avait des faibles revenus, qui s'emmerdaient, voilà, et qui se sont traduits par des générations de gens qui ont été non seulement mal logés, mais mal servis. Voilà. Donc, quand Richard a dit la densité est une vertu, quand la distance est un vice, on veut montrer que les temps ont changé par rapport à cet imaginaire et que nous voulons retrouver ce que mon ami Jengel appelle la densité organique, et ce que pratiquent aujourd'hui les promoteurs des hauts niveaux, et ce qu'Alexandre développe avec la métropolisation, c'est-à-dire des lieux d'habitat dans lesquels on a des fonctions des services, non seulement du logement. Je vous rappelle que la campagne mondiale 2024 de UN Habitat, avec qui on travaille très étroitement, c'est dans toutes les langues, et se loger n'est pas habité. Ça renvoie à des travaux en tant que chercheur du début du siècle, des penseurs allemands, Georg Simmel, qui disait « résider, ce n'est pas un toit », c'est surtout accéder à des services. Il y a des services extrêmement variés. Et pour finir, je renvoie à Jane Jacobs, quand elle a écrit dans son livre Vie et mort de métropole américaine, une phrase qui m'a toujours marqué, qui a été vraiment le cœur de mes travaux, et quand elle disait « La ville vivante », c'est un clin d'œil à Lily, est celle dans laquelle, à tout moment et en tout lieu où je suis, j'ai accès à des services variés, sans savoir à consommer de l'énergie supplémentaire, en particulier avec un véhicule automobile individuel. C'est ça, donc, le résumé de la distance et la densité est une vertu et la distance un vice, parce que nous a habitués au fait que la normalité, c'est effectivement la pendularité, c'est lever tôt, arriver tard, c'est lui qui se lève tôt, et le dicton le dit, la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Voilà. On nous a mis dans un carcan qui n'est pas nouveau, et je m'arrêterai là, parce qu'il faut resituer ses origines en 1933. On va bientôt fêter donc, aux 100 ans de la Charte d'Athènes, qui était donc sortie en 1943, et qui a consacré la zonification, la gentrification, les logements fracturés, segmentés, et malheureusement, avec des lobbies du béton, du pétrole et du métal pour les voitures, on a assisté à cette espèce de promiscuité urbaine, fragmentée, des longues distances, du temps perdu, et on a fait croire que la ville, c'était ça. Et en fait, ce n'est pas du tout ça. Et on est aujourd'hui, après une centaine d'années, d'énormément de gens qui se sont consacrés, en commençant par Clarence Perry en 1923, à développer les unités de voisinage, des proximités modulaires. À peine aujourd'hui, cette voix que je porte est la voix de tous mes collègues autour du monde qui travaillent sur une proximité polycentrique multiservicielle heureuse et qui voulons de la densité organique et qui considérons qu'habiter, c'est avoir des services partout en tout temps, en rendant hommage à Jane Jacobs. J'ai envie aussi de rebondir là-dessus en disant, finalement, là, on parle d'une ville qui est aussi déjà assez dense, mais finalement, il y a des zones urbaines qui sont moins denses et dont on pourrait s'imaginer que c'est plus facile de les densifier, notamment le fameux périurbain, où les gens vont à la base pour justement avoir cet espace. Est-ce que ce n'est pas aussi un chantier prioritaire de dire comment est-ce qu'on densifie le périurbain, Lily Manson? Justement, c'est un sujet que vous connaissez bien. Concrètement, comment est-ce qu'on peut densifier ces zones qui sont moins denses et en même temps, justement, pour lesquelles les gens vont là-bas pour cette raison-là?
Tout à fait. Merci encore de l'invitation. C'est difficile de passer après Carlos, mais je vais essayer. Effectivement, Ville Vivante, ça fait 10 ans qu'on travaille sur comment densifier les tissus déjà existants. Et donc là, ça devient encore plus d'actualité avec l'objectif de la ZAN. Mais l'idée, c'est vraiment de partir effectivement de l'existant. On a 20 millions de maisons en France, et effectivement, qui se sont construites ces dernières décennies vraiment en extension urbaine du fait de l'énergie peu chère et du fait effectivement d'intérêts clairement assez définis. Et pour autant, les gens, c'est pas forcément leur choix effectivement d'être allés se mettre le plus loin possible, d'autant qu'on remarque que en réalité, c'est souvent les classes un peu moyennes-basses qui se retrouvent dans ce choix-là, par ailleurs sur qui imputer des coûts ensuite de mobilité. Et d'ailleurs, l'impact carbone d'une construction, c'est bien avant tout les mobilités induites après, pendant tout le temps de son usage, plutôt même que les matériaux et les modes constructifs. Et donc aujourd'hui se pose vraiment cette question de la géographie de l'aménagement du territoire français, qui est en fait une question qu'on n'a pas trop regardée depuis en fait plusieurs années. Et donc effectivement, une ville et la densité, c'est quand même des opportunités, c'est-à-dire que non seulement c'est des services, Carlos, tu le disais parfaitement, mais en plus de ça, c'est des opportunités professionnelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, ils cherchent à pouvoir avoir un métier. Par ailleurs, souvent, ils sont en couple, donc il faut 2 métiers. Et par ailleurs, souvent, maintenant, ils n'ont plus un métier dans toute leur vie, mais 5, 6, 7. Évidemment pas en parallèle, mais je veux dire, j'espère. Mais du coup, ça fait quand même un besoin de concentration qui, en fait, est un service fourni par les métropoles ou par les zones urbaines. Et de considérer, et donc vous parliez de la ville stationnaire, mais qu'il faut que les villes ne doivent plus bouger. Malheureusement, aujourd'hui, c'est quand même un discours qui est porté aussi par une certaine forme de conservatisme, ou en tout cas qui sert des intérêts conservateurs, qui sont potentiellement excluants. Vous disiez aussi dans votre introduction, vous parliez des gated communities à moitié qui commencent à se créer dans certaines villes. Mais en fait, le fait de ne plus du tout vouloir construire ou de ne plus du tout poser la question de où on met les logements, c'est aussi une forme de gated communitisation des villes. Et je pense que ce serait regrettable parce qu'en fait, on est dans une crise du logement énorme. L'objectif, du coup, chez Ville Vivante, c'est d'activer tous les potentiels fonciers sur les terrains existants, soit que ce soit par juste de la sortie de vacances, parce qu'on a plein de logements qui sont plus adaptés, soit par de la construction supplémentaire dans les jardins ou en fonction des projets des gens. C'est ça le BIMBY, Build in My Backyard. Build in My Backyard, exactement. Et donc, c'est vraiment, on voit que c'est quelque chose qui demande une immense expertise technique parce que évidemment un projet à cette échelle-là, dans les contraintes du porte-monnaie d'une personne, de ses envies à elle, et par ailleurs des complexités du réglementaire français, c'est compliqué. Mais on pense que c'est vraiment ça la ressource pour transformer les villes demain à cette échelle-là. Voilà, en gros. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités, ouais, effectivement. Donc oui, l'idée, c'est effectivement de proposer à des gens qui ont du foncier d'accueillir éventuellement d'autres constructions, hein, c'est ça Exactement, et on voit que souvent d'ailleurs, et c'est là où c'est très intéressant, le concept de stationnaire, c'est quand même que, en fait, la vérité, c'est que les logements, c'est pas un stock, c'est un flux. C'est-à-dire que pendant qu'on construit d'autres logements et que le temps passe, les logements déjà existants, ils sont plus adaptés ou ils évoluent parce qu'il faut les rénover thermiquement, parce qu'ils sont plus construits de la bonne manière par rapport aux besoins, par exemple un plein pied pour une personne âgée, etc. Et donc en fait, on ne peut pas se permettre de juste considérer que c'est un stock parce que sinon, on prend du retard et on n'est plus en train d'adapter l'existant aux besoins à venir. Et donc en fait, je pense qu'on ne peut pas du tout s'abstraire d'une réflexion un peu poussée sur la transformation, la mutation et la densification de l'ensemble des tissus existants et que, il ne faut pas se perdre dans le débat et je pense qu'il ne faut pas se dire qu'on ne fait plus rien, surtout pas. Ouais. Oui, mais le déjà là, c'est aussi effectivement des choses qui deviennent obsolètes, hein, on l'a dit. Ça vaut pour les grands ensembles, ça vaut pour plein de choses. Alexandre Grondeau, on a cette idée finalement de commun négatif aussi un peu parfois. Qu'est-ce qu'on peut faire on hérite d'un certain patrimoine dans la ville. Est-ce que justement l'innovation sociale dont vous parlez dans le terme métropolisation, elle n'est pas capable de proposer des solutions à ces communs négatifs, à tous ces communs qu'on doit partager ? Bon, merci pour votre invitation. Il me semble que la première chose qu'il faut rappeler, c'est que
contrairement à certains courants de pensée conservateurs et réactionnaires dont parlaient Carlos et Lily, la ville n'est pas le problème, la ville c'est la solution. J'aimerais rappeler que c'est en ville qu'on invente la démocratie, c'est en ville qu'on invente la République, c'est en ville qu'on invente la tragédie. Donc, depuis l'invention de la ville par l'humanité, la ville est d'abord un lieu d'émancipation, d'altérité, on parle d'urbanité, et donc dans ce cadre-là, il faut arriver quand même à poser les choses d'une manière pour bien savoir d'où on parle. Beaucoup de propos ces temps-ci, notamment après le Covid, ont essayé de diaboliser ou d'expliquer que la ville, la grande ville, était source de tous nos maux. Et souvent avec une mauvaise foi quand même assez forte, puisque quand on regardait statistiquement l'organisation, le développement en fait, de la pandémie de Covid, on se rendait compte que les villes où le virus se diffusait le moins étaient les villes les plus denses du monde. Singapour, Séoul en Corée du Sud. Donc, quand on parle de la ville, il faut arriver aussi à décrypter un certain nombre d'enjeux et de débats qui sont orientés idéologiquement et qui cherchent à présenter la ville et son histoire, le fait qu'elle se reconstruise perpétuellement sur elle-même avec des nouveaux modèles d'une manière négative. En l'occurrence, la ville aujourd'hui est toujours une solution. Et on vit de plus en plus en ville. L'humanité vit de plus en plus en ville. C'est une solution parce que quand on souhaite décarboner la société, il vaut mieux décarboner un lieu densément peuplé plutôt que des lieux diffus. C'est une évidence, mais qu'il faut quand même rappeler. Donc vous me posez la question sur les communs négatifs. Là aussi, j'aimerais prendre un petit peu de hauteur. C'est le géographe qui parle. Je rappellerai que quand les grands ensembles sont construits en France, c'est quelque chose de très positif. Il faut rappeler qu'une grande partie de la société française, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, vit dans des bâtiments où ils n'ont pas de sanitaires, ou plutôt les sanitaires sont collectifs, où l'eau n'est pas dans tous les appartements, où les bidonvilles et la ceinture des bidonvilles, j'ai fait ma thèse à Nanterre, existent. Elle est là, devant vous. Donc quand les grands ensembles sont construits, une partie de ces grands ensembles, c'est d'abord une solution. Et quand vous interrogez les populations qui vivent dans les grands ensembles quelques années après leur construction, les premiers ressentis sont des ressentis extrêmement positifs. La promiscuité, la ghettoisation et tout un tas d'impacts négatifs n'ont pas encore mûri. C'est avec le temps, effectivement, qu'on se rend compte de l'erreur qui a été faite, de l'ultra-rationalisation de la ville et que, en réalité, cette fonctionnalisation, pour reprendre les termes de la charte d'Athènes et du Corbusier, n'était finalement pas une bonne chose. Et c'est exactement ce que la ville du quart d'heure propose, c'est-à-dire réunir les fonctions et les rendre accessibles. Bon, mon directeur de thèse, qui est maintenant un co-auteur et un ami, Guy Burgel, expliquait pendant longtemps, le problème n'est pas la distance, le problème c'est l'accessibilité. Et il me semble que c'est aujourd'hui évident. Mais quand on réfléchit à tous ces éléments-là, on se rend compte de trois choses. D'abord, l'organisation des villes qui a très longtemps été promue par des collectivités, guidées par l'intérêt général, ces aménagements ont eu à un certain moment des carences. Et donc les populations ont identifié les carences urbaines à l'incapacité des pouvoirs publics à devancer les problèmes. C'est beaucoup demandé aux pouvoirs publics. Ils ont fait des erreurs, manifestement, ils en font encore. La ville est un lieu où on fait beaucoup d'erreurs. Et le problème de la ville, c'est que la variable d'ajustement, c'est la population. Et les habitants sont rarement satisfaits d'être des variables d'ajustement. Mais c'est une réalité. La ville, c'est un grand projet d'aménagement, un grand projet de société. La deuxième chose, c'est que la gestion privative de la ville a également apporté un certain nombre de difficultés parce qu'on sort de l'intérêt général pour rentrer dans l'intérêt particulier, qui n'est pas problématique en tant que tel, mais qui reste une réalité, faire des bénéfices, gagner de l'argent. Bon, eh bien, quand on pratique l'aménagement du territoire dans cette optique-là, forcément, les attendus et les résultats ne sont pas les mêmes. Et puis, il y a une troisième voie. J'occulte celle du partenariat public-privé qui souvent met en même temps les qualités ou les défauts des pouvoirs publics et des partenaires privés pour un certain nombre de résultats. Et puis il y a une troisième voie
celle que j'appelle altermétropolisation et qui est observable, alors depuis le début également de l'humanité, hein, enfin de la cité, puisque Diogène était déjà en contradiction avec Platon et Aristote qui avaient expliqué d'une certaine manière, devançant les hygiénistes, que la ville devait faire un nombre très précis d'habitants. Nombre qui, si on le dépassait, allait aboutir à un certain nombre de choses. Bon, l'hygiénisme intellectuel autour de la ville qu'on entend aujourd'hui, c'est ça. Il y a trop de gens en ville, c'est un problème, etc., etc. Et je le répète, ce n'est pas une vérité. Et donc, la troisième voie, c'est l'altermétropolisation, c'est cette innovation sociale, c'est-à-dire que devant les carences urbaines générées par les pouvoirs publics et les promoteurs privés, les citoyens s'emparent du fait urbain pour proposer par l'exemple des solutions appliquées à l'écologie, à la culture, au logement, à l'habitat. Je vais citer un exemple dont vous parlez, parce qu'il m'avait marqué. C'était ce McDonald's dans les quartiers nord de Marseille qui doit fermer et que les habitants vont retransformer en fait eux-mêmes. C'est une très bonne illustration. L'Après-M, puisque c'est son nom, est un McDonald's qui, dans les quartiers nord, ferme pour tout un tas de choses, de mauvaise gestion. Et il s'avère, et ça c'est une réalité aussi, n'en déplaise à certains, il s'avère que le seul lieu de sociabilisation du quartier, qui est un quartier HLM, c'est ce McDonald's où on se retrouve, où on discute sur le parking. Et c'est très difficile parce que là, on voit bien l'enjeu idéologique. C'est difficile de se servir, surtout que Pierre le disait à la table ronde précédente, c'est difficile de faire de McDonald's un symbole de la sociabilisation dans les quartiers abandonnés par les pouvoirs publics. McDonald's de part, les salariés se réapproprient le lieu. Et ils en font un lieu de solidarité pour manger, mais aussi de solidarité, parce qu'avec le Covid, un certain nombre de problèmes vont arriver, de solidarité pour les devoirs, pour l'alphabétisation, etc., etc. Et les pouvoirs publics sont dépassés parce qu'ils n'avaient pas envisagé ça. Et donc les pouvoirs publics derrière essayent de réfléchir, la ville de Marseille, comment aider ces collectifs citoyens qui participent à reconstruire la ville sur elle-même en transformant les usages. Et la transformation des usages participe de ce que mes deux camarades ont dit auparavant. Tout à fait. D'ailleurs, Carlos Moreno, la ville du quart d'heure, c'est une recomposition de l'espace, mais aussi du temps. Vous insistez souvent sur cette notion de temps. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les architectes, les urbanistes prennent en compte cette idée que eh bien, les usages évoluent, les services aussi. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on prévoit la réversibilité des bâtiments. On voit de plus en plus cette notion dans le débat. Est-ce que, justement, hier, donc, en commission, on a adopté des lois pour transformer, une loi qui vise à transformer les bureaux en logement, à faciliter, parce qu'aujourd'hui, finalement, est-ce que la loi est adaptée à ce nouveau type d'architecture ? Oui, c'était une très bonne question. Donc, je fais partie des celles et ceux qui se battent justement pour que cette loi voie le jour, qui est déjà une avancée, et dans le sens de la transformation des bureaux de logement, mais même au-delà. C'est ce qu'on appelle... donc la chronotopie, c'est-à-dire l'usage intensif des lieux, c'est-à-dire un lieu, plusieurs usages, et chaque usage de nouveau possible. Le mélange des services. Et le mélange des services, naturellement, va réduire les distances, je dirais, parce que on aura une accessibilité, c'est les mots qui emploie Alexandre, qui permet de régénérer nos villes avec cette vie de proximité. La notion du temps, elle est essentielle parce qu'elle a été perdue tout au long de l'histoire moderne des villes. Je l'ai dit dans mon livre, les Grecs, et Alexandre parlait également de l'origine des villes, et ils savaient 3 temps. Donc le temps calendrier, le chronos, celui que nous avons donc au poignet ou dans nos téléphones, mais ils avaient aussi le temps de la créativité, ce qu'on appelle les temps des moments opportuns, qui s'appellent les kairos, donc les temps dans lesquels on se transcende en termes d'invention, d'inventivité, qui nous humanisent. Et ils avaient le 3e temps, qui était le temps de l'immanence, de la spiritualité, de la rencontre avec le cosmos, avec les divins, peu importe les déclinaisons, et qui s'appelait l'aion. Et l'histoire moderne, donc, s'est traduit. Et Lewis Montfort, qui est un historien des technologies, un historien des villes américain, que je conseille à tout le monde de lire, et disait, on pense que la révolution industrielle a signifié la massification de la production et de la consommation et qui a entraîné les changements de nos vies modernes. Et il dit, non, on peut l'adapter à partir du moment où Frederick Tyler a développé la méthodologie pour mesurer le temps de chaque action de production
donc le temps des ouvriers, et que la production est devenue séquentialisée, les termes modernes de Chaplin, etc., et qui ensuite donc, a été mise en route par Ford, qu'on appelle le Taylorisme ou le Fordisme. Et la mesure du temps a marqué un changement total de nos mentalités, puisque le temps est devenu un temps associé à la production, à la consommation, le temps individuel de socialisation, de créativité s'est perdu, nous l'avons accepté. Les longues distances ont corrélé le fait que le temps qu'on devait passer, c'était comme ça, parce que ça permettait d'accéder à un salaire. Et donc, on a perdu cette notion de temps de créativité. Donc, la ville des quarts d'heure, indépendamment que ça soit 10 minutes, un quart d'heure ou 20, ou le territoire des demi-heures, indépendamment que ça soit 20, 35, il y a parfois des gens, et j'ai même une éminente personne qui m'engueule tous les jours en disant « mais Renaud, il s'est trompé, et ce n'est pas ni 15 ni 30, c'est 45, c'est la moyenne mondiale ». Bon, j'ai dit, je t'emmerde un peu, que finalement, c'est mal comprendre la problématique qui est liée au polycentrisme fonctionnel, le service et les usages. Et je terminerai, parce que je sais qu'il y a peu de temps, en disant que dans les livres précédents, je parle de cette notion du temps. Dans les prochains livres que je sors le 7 mai chez Wiley en anglais, je parle de ce qu'évoquait Lily rapidement, en disant ce n'est pas uniquement une question des services, c'est une question plus en profondeur encore de la nouvelle économie. J'ai le plaisir et l'honneur de travailler avec les prix Nobel Paul Krugman. Je vous rappelle qu'en 1992, il a eu le prix Nobel pour la nouvelle économie géographique. Donc Alexandre, on n'a jamais su si c'était un économiste, puisqu'il l'est, et qui fait de la géographie, ou un géographe qui fait de l'économie. Mais la nouvelle économie géographique était visionnaire, 1992. Et je vous résume en 30 secondes en disant... Et le monde va vers une globalisation du offshore. La Chine est l'usine du monde, la Corée du Sud et Taïwan, l'usine des semi-conducteurs du monde, Bangalore en Inde, l'usine de codage du monde, les Maghreb, l'usine des textiles du monde, ça dématérialise avec l'usine des call centers du monde. Il viendra le moment où il faudra relocaliser toutes ces activités pour créer l'emploi et humaniser les régions. Donc Paul, il parlait des régions. Et il disait, c'est les régions du nearshore, c'est les régions de la production locale. Et donc, on s'est rencontrés avec Paul l'été dernier dans le cadre de la conférence scientifique européenne qui a eu lieu à Alicante. Et je lui ai dit, Paul, je pense que la convergence au fort entre mes travaux de la proximité heureuse et le temps, elle est aussi sur le fait que nous, on a le temps, on a l'espace urbain, on a l'écologie par la souveraineté énergétique, on a l'inclusion sociale dont Alexandre parle de manière brillante, mais je lui dis, on a aussi dans nos concepts l'économie, il le laissait parce qu'elle a travaillé à la ville de Paris, le commerce local, les créations d'emplois, les circuits courts, les matières premières, moins d'énergie, etc. Et la crise en Ukraine, la crise actuelle dans la Moyen-Est, les problématiques des circulations des bateaux dans les mers Rouges nous amènent en fait, que le prix de l'énergie a augmenté de 70% en 5 ans, nous montrent qu'il faut relocaliser l'économie. Et comme Alexandre le disait, il faut le relocaliser dans les villes, pas dans les campagnes. C'est là où les gens ils vivent. Et c'est pour ça que nous avons maintenant, dans mes travaux de recherche, développé ce concept qui est la nouvelle économie géographique des proximités, qui est la clé non pas pour proposer uniquement des services dans le sens des biens communs, qui est absolument indispensable et qui est oublié malheureusement dans beaucoup de villes, mais également la notion d'une économie, des proximités, qui apporte de la plus-value, qui apporte de la performance, mais qui ne soit pas dans la financiarisation où on gagne de l'argent en vendant que dalle, juste avec des transactions à la seconde qui font qu'on vend et qu'on achète. Et la nouvelle économie géographique des proximités introduit la variable économique, la création de l'emploi, la relocalisation dans une démarche polycentrique, parce qu'on ne veut plus concentrer les business dans les sièges sociaux comme la Défense, qui sont en crise maintenant, plutôt dans ce qu'on appelle la ville d'une productivité associée au polycentrisme et au bien commun. Et ça, c'est une clé dans laquelle la notion du temps rentre naturellement comme un complément. Parce que plus on arrive à régénérer une ville polycentrique avec de la création d'emplois locaux, plus on ira dans le sens également d'offrir un espace public de qualité, une mobilité décarbonée à pied, en vélo, et plus on aura la capacité effectivement d'offrir une convergence entre l'économie et les biens communs qui nous permettra de régénérer, c'est les mots que j'emploie aujourd'hui, l'espace et le temps des villes.
Eh ben, merci beaucoup, Carlos Moreno. Du coup, oui, on est pressé par le temps. Désolé, on va devoir se quitter sur ces mots. Merci beaucoup d'avoir participé à cette table ronde. Merci à vous. beaucoup.